L'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de l'Empesé. Avant-propos de l'éditeur. L'auteur de L'art de mettre sa cravate lance dans le monde un ouvrage qui, bien qu'il ne soit pas de lui, va trouver bien des détracteurs et lui attirer peut-être bien des persécutions. Comment ? Vont s'écrier une foule d'esprits étroits. Ce baron de l'Empesé prétend ériger en science l'art affreux de donner à un créancier honnête de belles paroles pour de l'argent comptant ? Mais c'est une infamie, une abomination. Il faut pendre un homme comme celui-là. Déjà, d'inquiètes clameurs s'échappent des comptoirs de tous les négociants, fabricants, marchands et débitants. Car il y en a quelques-uns qui ne voient pas plus loin que leur patente, et quelques autres dont la philosophie n'a guère plus de longueur que le parquet de leur établissement. À la seule annonce de ce livre, la peur va gagner le propriétaire, le restaurateur, le limonadier, le tailleur, la lingère, le bottier, le chapelier, le bonnetier, le marchand de vin, le boulanger, le boucher, l'épicier, etc., etc., et jusqu'au libraire même. Tous les petits mémoires qui dormaient d'un profond sommeil vont aller réveiller en sursaut le modeste employé, l'inutile fashionable, l'artisan laborieux et l'égoïste rentier. C'est un malheur. Mais comme l'ont dit de grands écrivains du XIXe siècle, le foyer des Lumières s'étend de jour en jour. Monsieur de Chateaubriand. Le genre humain est en marche. Monsieur de Prade. La nation française ne peut rétrograder. Le général Foy. Les uns ont trop, les autres n'ont pas assez. L'oncle de l'auteur, etc., etc. Mettez-vous bien dans la tête que, tant que l'on ne raisonnera que sur des spécialités pareilles, on ne dira que des bêtises. Il faut embrasser les grands intérêts sociaux et raisonner sur les généralités. Le reste marchera tout seul. Et ceci ne sera un contresens que pour l'épicier. Mais qu'est-ce qu'un individu en comparaison de la masse ? Il est reconnu qu'il existe en France, et principalement à Paris, une quantité innombrable d'individus à qui la société ne doit rien, parce qu'ils ne font rien pour elle, et qui ne s'imaginent pas moins avoir le droit de frapper des réquisitions de toute nature, par cette seule raison que il est évident que les uns ont trop, et que les autres n'ont pas assez. Aphorisme de l'oncle de l'auteur. Or, quels sont les individus dont je veux parler ? Des hommes qui se classent bénévolement dans la catégorie des autres, en ayant pour toute industrie que celle d'exploiter, pour ainsi dire de force, la catégorie dont se composent les uns. Je dois donc prévenir le lecteur que cet ouvrage n'a été écrit ni pour eux, ni pour un tas d'hommes perdus de dettes et de crimes, que pressent de nos lois les ordres légitimes et qui, désespérant de les plus éviter, si tout n'est renversé, ne sauraient subsister. En un mot, pour ces êtres paresseux, improductifs et déhontés qui, pour la plupart gens de sac et de corde, ne méritent que le mépris et l'abandon, allant partout étaler aux yeux d'un public généreux leur brevet d'incapacité, et ne se bornent qu'au triste rôle de consommateurs à charge. Je le répète, ce n'est pas pour cette tangence que cet ouvrage a été publié, mais bien pour cette classe d'infortunés, déshérités de leur part de la fortune nationale par une force majeure et indépendante de leur volonté, individus estimables sous tous les rapports, possédant toutes les qualités physiques et morales, tous les talents qui font le charme de la société, hommes éminemment producteurs, en un mot, hommes industriels, mais qui, n'ayant pas une obole de revenus annuels, sont bien forcés de faire des dettes pour vivre honorablement. Hommes rangés et ayant des principes, ils n'en veulent pas moins satisfaire leurs créanciers d'une manière ou d'une autre, et pour cela, ils sont obligés d'avoir recours à des moyens inventifs, à des efforts d'imagination qui laissent bien loin derrière eux les travaux, les découvertes et les opérations de toutes les classes réunies de l'Institut de France. Ô vous, producteurs et consommateurs de toutes classes sans argent, vous qui aviez une place et qui n'en avez plus, vous qui en cherchez une et qui ne l'obtiendrez pas, vous qui en avez une, qui n'en est pas une, vous qui écrivez dans les journaux libéraux,
vous qui faites des brochures politiques et des petits livres in 32, vous qui commencez des maisons sans savoir comment vous les finirez, vous qui faites les beaux bras et des dettes à Paris, vous enfin, qui faites tout comme a fait l'auteur de cet ouvrage, que de titres ne réunissez-vous pas pour qu'il vous offre le fruit de ses veilles et de ses méditations? Par le temps qui court, je vous vois exposé à aller à Sainte-Pélagie passer 1, 2, 3 et 4 termes, ou mieux encore, faire un bail de 5 ans. Ayez donc constamment sur vous ce petit manuel du droit commercial. Avec un tel guide, vous pourrez narguer les mandats d'arrêt, les mandats de dépôt, les mandats d'amener, les mandats que vous aurez souscrits au profit d'un tiers porteur, etc., etc., etc. Voyagez hardiment, tout seul et à la barbe des créanciers, dans les nombreux et brillants passages dont la capitale abonde. Tandis que vous êtes encore libre, achetez l'ouvrage de l'oncle de monsieur le baron de l'Empésé. Lisez-le, méditez-le, raisonnez-le, apprenez-le par cœur, afin de perfectionner votre éducation, si déjà elle est achevée. La pratique est jointe à la théorie. L'éditeur. Fin de la première section, enregistrée par Ezoa en Belgique en mai 2010. L'homme vraiment étonnant dont je vais entretenir un instant mes lecteurs, mon oncle enfin, fut un de ces individus privilégiés de la nature et pour lesquels la fortune se plaît à opérer des miracles. Dès l'âge le plus tendre, il sut se mettre au-dessus de ces préjugés impérieux qui gouvernent la société et qui ne sont, philosophiquement parlant, que de grandes infirmités morales, en vivant, de fait, sur le pied d'un homme qui a 50 000 livres de rente, bien qu'il n'eût jamais possédé, de droit, un sou de revenu. Après avoir usé pendant 60 années consécutives de toutes les jouissances qu'il soit permis à l'homme de désirer et d'user, il fit une fin digne de lui en rendant le dernier soupir chez un restaurateur fameux qui souvent avait été à même d'apprécier ses brillantes qualités et la puissance de son génie. Mon oncle naquit à Saint-Germain-en-Laye le 1er avril 1761. Je ne parlerai pas des premières années de son enfance qui s'écoulèrent paisiblement comme celles de tous les enfants gâtés par leur mère. Ma grand-maman désirait depuis longtemps un gage de la tendresse de mon grand-père. Elle venait de l'obtenir après 10 années d'union, et mon oncle en était le premier fruit. Mon père ne vint au monde que 10 autres années après. Mon grand-père, aussi aveuglé par sa tendresse pour son fils que l'était sa femme, ne sut pas distinguer toutes les passions qui viendraient un jour assaillir le cœur de son trésor, et quoique ce fût un homme d'esprit, il ne sut pas donner à son éducation la marche qu'elle semblait nécessiter. Absent pendant 9 mois de l'année qu'il passait à son régiment de Royal Cravate, où il avait obtenu le grade de major, il ne pouvait guère surveiller son fils, et était obligé de s'en rapporter à la sagesse de sa femme. Doué de toutes les dispositions nécessaires pour faire parler de lui un jour, le trésor de ma grand-maman avait aussi tous les petits défauts voulus pour en faire parler dans un genre opposé. On lui avait donné des maîtres qu'il n'écoutait pas. Il dansait avec son maître de latin, tirait des pétards au nez du maître de danse, mettait des bouts de bougie dans les poches du maître de dessin et des bouchons dans la flûte de son maître de musique. Dans les courts voyages que mon grand-père faisait à Saint-Germain, mon oncle prenait son épée qu'il mettait à la place de la broche après y avoir passé son plumet en guise de rôti. Il arrachait les poils du chat et faisait des moustaches au serin avec de l'encre. Ma grand-maman trouvait cela charmant. Mon grand-père ne pouvait s'empêcher de rire en traitant toutes ces espiègleries de bagatelles et disant que l'âge le corrigerait plus tard. L'âge vint, et mon oncle ne se corrigea pas. Enfin, les choses devinrent telles que personne ne pouvant plus tenir dans la maison, on prit le parti de se débarrasser du trésor. Mon oncle avait alors 10 ans. Il entra au collège Louis-le-Grand à Paris où, pendant les 4 premières années, il fit des progrès sensibles et mit à profit les précieux avantages qu'il avait reçus de la nature. S'il n'était pas le plus fort de sa classe en version, il était le plus fort à la balle.
Il se battait régulièrement 2 fois par jour, se faisait mettre au pain sec 5 fois par semaine, recevait 25 férules à la fin du mois et remportait 2 prix et une demi-douzaine d'acécites à la fin de l'année. Ma grand-maman était enchantée. Au mois d'août 1777, mon grand-père étant à Saint-Germain, vint à Paris avec l'intention d'emmener son fils passer une partie des vacances avec lui à son régiment. Il arrive au collège, se faisant une fête de le voir. Il le demande. Le visage du principal s'allonge. Sa physionomie se rembrunit. Il balbutie. Enfin, mon grand-père apprend que depuis 15 jours, son cher fils a disparu, ainsi que la fille de la blanchisseuse de la lingerie, et qu'on ne sait où ils sont allés. Mon oncle venait d'atteindre sa 16e année. Mon grand-père se garde bien d'apprendre à sa femme cette escapade. Il alla trouver M. de Sartine, qui lui dit de revenir le soir. Pendant ce temps, mon oncle fut déniché avec sa petite blanchisseuse dans un cabinet garni de la rue Fromenteau où il s'était réfugié. Son père le ramena à Saint-Germain sans lui faire aucun reproche. Et dès ce moment, il fut convenu qu'étant assez avancé dans ses études pour pouvoir se passer du collège, il les terminerait dans la maison paternelle. Le cours d'études que mon oncle entreprit était assez agréable. Tous les matins, il jouait à la paume ou au billard. Allait le soir au bal, y faisait de nombreuses connaissances qu'il amenait chez sa mère boire le meilleur vin de son père, crevait des chevaux, brisait les voitures de ceux qui voulaient bien lui en prêter, et devait à tout le monde. Dans la belle saison, il allait à la campagne, tirait sur les chiens, et même quelquefois sur les gardes de chasse, après avoir fait des enfants à leurs femmes. Tuait tout le gibier et empruntait de l'argent à tous les propriétaires des environs. L'hiver, il avait un duel par semaine et une prise de corps tous les mois. Ce fut alors que mon grand-père résolut de le faire voyager pour tâcher de calmer une tête qui, disait-il, n'avait besoin que de réfléchir. Or, les voyages prêtant beaucoup à la réflexion, mon oncle fut envoyé aux eaux de Bagnères, qui était alors le rendez-vous de tout ce qu'il y avait de plus distingué. Là, il devint l'ordonnateur de toutes les fêtes, l'âme de tous les plaisirs. Ceux qui y étaient à cette époque, 1784, se rappelleront encore la salle de spectacle qu'il construisit en 2 heures de temps, à Lourdes, où était arrivée, depuis quelques jours, une troupe de comédiens de province dans l'intention de continuer leur route pour la capitale, au moyen de quelques recettes qu'ils comptaient prélever sur les rustiques habitants en les gratifiant de 2 ou 3 de leurs représentations. À défaut d'autres locales pour y établir son théâtre, mon oncle avait jeté son dévolu sur le vaste hangar d'un cellier qui permit qu'on en disposât, mais à condition de ne point faire déménager ses voitures. Il trouva le moyen de tout concilier. Il fit démonter les caisses de dessus leur train, les fit ranger en demi-cercle les unes à côté des autres, et composa de cette manière un rang de loges d'un genre tout à fait nouveau. Un grand carrosse à portières ouvertes qui avait appartenu autrefois à l'archevêque de Toulouse formait la loge d'honneur, et 2 belles diligences, aux extrémités de l'orchestre, figuraient les loges d'avant-scène. Un second rang de loges de la même espèce s'élevait sur leur train, et toutes les selles, disposées sur de longues perches perpendiculaires au théâtre, composaient un parterre où les spectateurs étaient à califourchon. Jamais spectacle plus grotesque n'excita des ris plus immodérés. Mon oncle revint l'année suivante à Saint-Germain avec un sensible changement opéré dans toute sa personne. S'il avait gagné d'un côté, il avait perdu de l'autre, car il rapporta de ce voyage un goût prononcé pour le jeu auquel il se livra d'une manière telle que mon grand-père aliéna sa petite fortune pour acquitter les dettes nombreuses que son fils contracta. Ce fut à cette époque, 1787, que mon oncle perdit son père. Il mourut des suites d'une chute de cheval. Ma grand-maman suivit de près son mari. Mon père, quoique plus jeune de 10 ans que son frère, mais beaucoup plus sage, fut chargé par le conseil de famille
d'arranger les affaires de la succession, bien qu'il ne fût pas majeur. Mes grands-parents ne laissèrent que très peu de choses à leurs enfants, et quoique mon oncle eût déjà reçu 6 fois la valeur de ce qui pouvait lui revenir, mon père n'en partagea pas moins avec lui les 12 000 francs, montant de la succession. La Révolution venait d'éclater, et mon oncle, qui s'était déjà fait remarquer par la violence de ses opinions monarchiques, crut devoir s'expatrier dans un moment où tout ce qui était considéré comme appartenant au parti de la cour avait à craindre pour sa vie. Une raison qui n'était pas moins forte encore, c'est qu'il ne lui restait plus rien, et qu'étant habitué à vivre grandement, ayant usé son crédit, il n'aurait pu trouver un sou à emprunter. Il prit le parti de retourner aux eaux, où il espérait mettre en pratique les nombreuses ressources que le jeu pouvait lui offrir. Il quitta donc Paris au mois de mai 1789 et arriva à Bagnères, où il se fit modestement passer pour un jeune banquier de Hambourg, bien qu'il n'eût jamais trouvé un écu sur sa signature. Mais personne ne paraissait s'entendre mieux que lui aux grandes spéculations commerciales. À l'entendre, il était en relations avec toutes les places de l'Europe, ayant sans cesse à la bouche le nom des plus fameux négociants. C'était toujours sans affectation qu'il parlait des opérations immenses qu'il avait faites aux dernières foires de Francfort et de Leipzig, et la seule chose qu'on ne pouvait concevoir après l'avoir bien écouté, c'était qu'aucun souverain de l'Europe ne lui ait encore confié l'administration de ses finances, et qu'il vint perdre aux eaux un temps qu'il aurait pu employer si utilement à la prospérité de ses concitoyens. Une autre fois, il trouva le moyen de persuader à un prince russe qu'il possédait, dans une de ses terres en Sibérie, des carrières de marbre dont l'exploitation devait rapporter plusieurs millions. Ils passèrent ensemble un marché que mon oncle céda peu de temps après pour la somme de 50 000 écus à un négociant de Florence, lequel se transporta en Russie et dépensa 600 000 francs à fouiller une prétendue carrière dont il ne retira même pas de quoi faire un dessus de table de nuit. En 1796, mon oncle revint à Paris, où il se lança dans les affaires. Il obtint un emploi dans les fournitures de l'armée d'Italie, et en 1799, il était un des munitionnaires généraux de l'armée de Pichegru, en Hollande. Dans l'espace de 8 ans, il fit, perdit, refit et mangea 4 fois sa fortune. Enfin, un jour il avoua à mon père qu'il ne possédait pas, pour le moment, un louis, tout en lui proposant d'en parier 1000, qu'il reviendrait de Spa, où il comptait aller passer la saison des eaux, avec 50 000 francs dans son portefeuille. Mon père aurait perdu son pari, et mon oncle l'aurait gagné. Pendant 15 ans, mon oncle n'eut d'autre existence que celle qu'il tirait de son talent au billard, au piquet et à d'autres jeux qu'il n'exerçait jamais qu'au rendez-vous des eaux les plus fréquentés ou à Paris, au pavillon d'Hanovre et dans d'autres établissements de ce genre. Son bonheur était si constant qu'on était tenté quelquefois de croire qu'il y entrait beaucoup d'adresse. Mais la preuve de sa bonne foi était à la pointe d'une épée ou dans le canon d'un pistolet, et mon oncle l'avait tant de fois administré avec succès qu'il avait fini par convaincre tout le monde sans persuader personne. Cependant, le moment était arrivé où il allait voir s'évanouir le rêve de bonheur qui durait depuis plus de 40 ans. C'était en 1821. Il était revenu des eaux de Plombières, où il avait passé la saison précédente, et cette fois, il en était revenu sans un sou vaillant. Forcé de se loger dans un petit hôtel garni de la rue Saint-François-d'Antin, il avait voulu recommencer le genre d'industrie qu'il avait si bien exploité à Paris et ailleurs. Mais hélas, il n'avait plus au billard cette justesse de coup d'œil qui ne lui avait jamais fait manquer au bloc, même une bille de longueur. À l'écarté, il ne retournait plus le roi aussi souvent. À l'impérial, ses adversaires donnaient mieux que lui, et au piquet, les mains lui tremblaient lorsqu'il fallait battre les cartes. Si l'étoile de mon oncle avait commencé à pâlir à Plombières, elle s'était totalement éclipsée à Paris. Il me serait impossible de peindre le profond chagrin qui s'empara tout à coup de l'homme qui avait toujours vu en riant les événements les plus tristes de la vie. À la suite d'une partie d'écarté où il avait perdu tout, ayant été
piqué sur 4, 3 fois de suite, la fièvre s'empara de sa personne le lendemain matin, et le maître de l'hôtel s'empara de sa malle qui contenait tout ce qu'il possédait en linge et vêtements, et jusqu'à une magnifique queue de billard qu'il avait gagnée à un fameux ébéniste de la capitale, comme pour avoir entre les mains une hypothèque de ce qui lui était dû, tant en logement qu'en nourriture. Mon oncle ne put supporter ce dernier coup, et dès ce moment sa maladie, qui n'était autre chez lui qu'un épuisement total de la machine humaine, tant au physique qu'au moral, empira d'une manière vraiment alarmante pour lui et ses créanciers. Ayant épuisé toute espèce de ressources, il se fit conduire bravement en fiacre à l'hospice de la Charité, où il prétendit devoir être traité d'une manière privilégiée, attendu que le 8e de tout ce qui se perdait au jeu devant retourner aux hospices, ainsi que le 5e du prix de tous les billets pris au spectacle, depuis 40 ans, il avait bien payé sa place à l'hôpital, et que ce n'était qu'un « rendu » pour un « prêté ». Il y entra, en effet, le 3 janvier 1822, ses poches pleines de patience et de philosophie. Quant à son amour-propre, il le déposa prudemment à la porte, au risque de ne le plus retrouver en sortant. Pendant 1 an que dura sa maladie, je lui prodiguai toutes les consolations et tous les adoucissements qui furent en mon pouvoir. J'allais le voir souvent, et les jours où je ne pouvais absolument me déranger de mes occupations, il passait son temps à m'écrire et, me disait-il, à mettre en ordre ses écritures, sentant bien qu'il était arrivé au bout de sa carrière. Je me réserve de publier un jour cette correspondance, qui ne sera pas moins piquante qu'instructive à cause de l'originalité et des observations de tout genre dont elle est farcie. Ce fut à la Charité que mon oncle composa le savant traité que je donne aujourd'hui au public. Sur la fin de cette année, commencement de décembre, étant en état de sortir, il quitta son hospice pour venir partager avec moi ma très modeste demeure. Là, il se livra tout entier à cette triste pensée qu'il allait être incessamment forcé de faire une banqueroute définitive à ce bas monde et à ses créanciers. Au fait, mon oncle pouvait-il se faire un scrupule de la dépense d'une 50aine de 1000 francs, plus ou moins, note, ces 50 000 francs sont ici pris comme terme moyen, qu'il avait prélevé chaque année sur ses concitoyens? Non, sans doute. Aussi vit-il approcher sans effroi le moment fatal. Mais comme il voulait mourir tranquillement et la conscience pure, il employa les derniers jours de sa vie cosmopolite à rechercher ses nombreux créanciers, son intention étant de leur déclarer lui-même sa pénible faillite. Ils étaient au nombre de 222. Il les convoqua définitivement pour le 19 mai, et le rendez-vous fut indiqué chez Gillet, restaurateur, à la porte Maillot, dans le salon de 400 couverts. La plupart ignoraient ce que mon oncle leur voulait. Mais telle avait toujours été leur estime et leur admiration pour le génie inventif dont il leur avait si souvent donné des preuves palpables au jour de sa brillante fortune, qu'aucun d'eux ne manqua au rendez-vous. Mon respectable oncle se fit conduire en fiacre, car n'ayant pas même la force de marcher, il lui aurait été de toute impossibilité de faire cette course. Arrivé au lieu de la séance, il fit préparer une espèce d'estrade avec une bergère, dans laquelle il devait s'asseoir pour haranguer son monde, puis un premier rang de chaises tout autour, et un second rang placé sur les tables qu'il avait fait disposer à cet effet, se rappelant sans doute la salle de spectacle qu'il avait improvisée à Bagnères il y avait 40 ans. Et lorsque tous ses créanciers furent réunis et placés, il s'assit au milieu d'eux, avec calme et dignité, puis commençant par s'excuser sur la faiblesse de sa voix, qui, depuis sa sortie de l'hôpital, ne lui permettait guère de se faire entendre très distinctement, et s'être recueilli comme pour rappeler à sa mémoire de vieux et importants souvenirs, il leur tint à peu près ce discours. « Messieurs !» Grand mouvement d'attention suivi d'un profond silence. « Le grand livre de la vie va se fermer pour moi. Voilà tout à l'heure 61 ans que mon compte y est ouvert. Il n'appartient ni à vous, ni à moi de faire la balance de celui-ci. Ce soin n'est réservé qu'à Dieu seul,
qui a tenu jusqu'à ce jour le livre-journal de toutes mes pensées et actions. Un vieil usurier fait ici un signe de croix. Je le vois déjà prêt à entreprendre les terribles additions de cet immense compte courant, et je tremblerais d'apprendre de combien elles me constitueront son débiteur, si son crédit comme sa bonté n'était infini. À ce touchant exorde, les mouchoirs des 222 créanciers de mon oncle sortirent de leurs poches et se portèrent à leurs yeux, où semblaient rouler quelques larmes d'attendrissement. Mon oncle respira une prise de tabac et continua. « S'il ne m'est point donné de compter avec le Créateur, il m'a du moins laissé la force et le courage nécessaires pour régler définitivement avec chacun de vous avant ma mort. Car je le sens, mon heure dernière a sonné. » Quelques sanglots se font entendre. « Voici mon journal, mon grand livre, mon carnet d'échéances, mon répertoire établi par ordre alphabétique. Ils sont visés, cotés et paraphés selon l'usage établi chez un homme qui, ne faisant que des affaires en règle, doit se rendre compte, depuis le premier jour de sa gestion jusqu'au dernier, de ses moindres opérations. » Tous les yeux des créanciers se fixent alors sur un amas de paperasses que mon oncle se serait bien gardé de leur montrer de près. Chacun de vous y trouvera couché le solde de ce qui lui revient en totalité, intérêts et capital réunis. Ici, nouvelle larme d'attendrissement. Mais, messieurs, vous auriez tort de penser que, comme dans les balances ordinaires des négociants patentes, il se trouve ici un actif et un passif. Grand mouvement d'attention. Non, messieurs, non. Je n'ai à vous présenter que du passif. Mouvements en sens divers. Cependant, ne craignez pas de recevoir ni 10%, ni 20%, ni même 40% de ce qui vous est si légitimement dû. La tension redouble. Je suis incapable d'une telle bassesse. Cela serait une véritable friponnerie. Et j'aimerais mieux ne vous rien donner. Aussi est-ce ce que j'ai résolu. Et vous ne recevrez pas un sou. Ébahissement général suivi d'un murmure improbateur. Quelques voix. Écoutez, écoutez. Ici, mon oncle se mouche, boit une gorgée d'eau sucrée et reprend aussitôt avec calme et confiance. Oui, messieurs, écoutez. Mon père, en mourant, ne me laissa pour toute fortune que quelques brochures manuscrites indiquant un grand nombre d'améliorations à faire dans le système financier établi en France. Pouvait-elle me faire vivre? Je vous le demande. Approbation au centre. Un marchand de comestibles? C'est très juste. Je conçus donc la grande pensée du crédit, et j'ai découvert qu'il ne se fondait et ne s'établissait d'une manière solide que d'après la fidélité qu'on apportait à ne jamais payer ses dettes. Oh! Je vous ai tous fait servir de preuve à cette importante découverte. Agitation. Si elle vous laissait le moindre doute à cet égard, je vous engagerais à jeter les yeux sur vos écritures, où je vous défie de trouver noté le plus léger raconte de ma part. L'agitation redouble. J'ignore encore si vous aurez dans la suite à vous louer de ma découverte. Hésitation marquée. Mais je me suis toujours fait un devoir, jusqu'au dernier moment de mon existence politique et sociale, de manœuvrer mes emprunts quelquefois forcés, et ce, je ne crains pas de l'avouer, de manière qu'au jour de mon décès, les sommes que j'ai perçues se trouvassent réparties sur un grand nombre de têtes, et toujours de préférence sur les plus riches. Approbation générale, à l'exception du vieil usurier. Mais, messieurs, qu'est-ce que cette perte en comparaison de celle que vous fera éprouver immanquablement le misérable système de finances qui vous a été dernièrement présenté? Silence au centre, hilarité à gauche et à l'extrême droite. Une véritable bagatelle en comparaison des immenses avantages dont le nouveau système de crédit, d'emprunt et d'amortissement que je viens de vous dévoiler pourra vous faire jouir à l'avenir.
j'ai chargé mon neveu de le développer, de le rédiger et de le faire imprimer pour le bien commun de tous, et comme devant apporter à l'État une nouvelle source de prospérité découverte par mon exemple. Note, M. le baron de l'Empésé a scrupuleusement rempli les dernières volontés de son oncle. Marque bruyante d'improbation. Eh, messieurs, si je voulais m'étendre sur le bien que je vous ai fait et que je suis encore à même de vous faire, il me serait facile de prouver que vous êtes encore mes débiteurs, mais je préfère me séparer de vous avec la consolante idée que nous sommes ensemble parfaitement quittes. Une voix. Celui-là est trop fort. Je termine, messieurs. Veuillez me prêter pour cela toute votre attention. Profond silence. J'ai servi d'exemple aux riches. J'ai aidé le pauvre. Je n'ai fait, en quelque sorte, que déplacer quelques-uns de vos immenses capitaux pour les reporter vers des points où ils trouvaient un bon emploi. J'ai commencé à opérer le nivellement des montagnes d'or que la fortune s'est plu à élever autour de vous. Elle était aveugle jusqu'alors. Je l'ai, pour ainsi dire, opéré de la cataracte. Mes mémoires feront le reste. Bourdonnement général. Mon oncle, après ces mots, se laissa aller sur la bergère, accablé par les efforts qu'il venait de faire, pour prouver à ses créanciers d'une manière sinon victorieuse, du moins positive, qu'il devait encore s'estimer heureux qu'il ne leur dût pas davantage. Il est vrai que la fin, si inattendue de ce discours, produisit dans l'assemblée un mélange de sentiments opposés. Les uns voulaient l'étrangler, les autres n'étaient mus que par des sentiments d'extase et d'admiration. Peu à peu, cette masse de créanciers ne partagea plus que les mêmes idées de générosité, et chacun d'eux alla déposer au bas de l'estrade, sur laquelle deux des demoiselles de salle de M. Gillet étaient occupées à faire revenir mon oncle de son évanouissement, les billets, lettres de change, délégations, bons payables avec arrêté de compte, etc., etc., que ce digne citoyen avait souscrits à leur profit depuis plus de 40 ans. Après qu'il eut repris ses sens, et qu'il eut aperçu le faisceau de billets et de papiers timbrés qu'on venait de déposer d'un commun accord à ses pieds, il ne put résister au saisissement que la joie de les revoir amassés lui causa tout à coup. Faisant un nouvel effort sur lui-même, il souleva ce trophée de ses mains défaillantes, comme pour le montrer à l'univers, et rassemblant toutes ses forces, il s'écria « Je ne vous demande plus qu'une seule chose en grâce. Messieurs, promettez-moi d'acheter mon ouvrage aussitôt qu'il sera imprimé. » Tous le lui jurèrent, et il rendit le dernier soupir dans mes bras. La perte inattendue d'un homme de bien est un des plus tristes événements qui puissent affliger la société et ses créanciers lorsqu'il en a. Celle de mon oncle fut principalement appréciée par un marbrier entrepreneur de monuments funèbres. Aussi, avec une éloquence qui ne part que du cœur, s'empressa-t-il d'émettre un vœu, celui de faire une petite souscription pour lui élever un modeste tombeau et perpétuer ainsi le souvenir d'un homme de génie. L'un et l'autre furent à l'instant réalisés, et mon bien bon oncle fut enterré au cimetière du Montparnasse, que, pour ainsi dire, il étrenna de sa personne le 22 de mai 1823. Tous ses créanciers l'accompagnèrent jusqu'à sa dernière demeure. Peu de jours après, une pierre tumulaire couvrit sa dépouille mortelle, sur laquelle on est tous les jours à même de lire cette simple mais touchante inscription, inspirée autant par la reconnaissance que par une juste admiration. Elle fut gravée en caractères lapidaires par la main même du vertueux marbrier. Sigy, l'inventeur de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers, sans débourser un sou. 22 mai 1823. Requiescat in pace. Fin de la section 2, enregistrée par Ezoa en Belgique en mai 2010. Aphorismes, axiomes et pensées neuves dont on ne saurait trop se pénétrer avant que d'étudier les diverses théories enseignées par mon oncle. 1.
Plus on doit, plus on a de crédit. Moins on a de créanciers, moins on a de ressources. 2. Quiconque ne fait pas de crédit doit infailliblement faire banqueroute. Parce que plus on fait de crédit, plus on débite. Plus on débite, plus on fait d'affaires. Plus on fait d'affaires, plus on gagne d'argent. 3. Faire des dettes chez des gens qui n'ont pas assez, c'est accroître le désordre, multiplier les infortunes. Devoir aux gens qui ont trop, c'est au contraire compenser les misères et tendre au rétablissement de l'équilibre social. 4. Quiconque a des principes doit payer ses dettes lorsqu'il en a, soit d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire avec de l'argent ou sans argent. 5. Un créancier mal élevé, féroce même, qui ne répond que des sottises aux raisons que vous lui alléguez lorsqu'elles sont bonnes, tout en ne lui donnant que cela, vous remet sans s'en douter une quittance en bonne forme de la somme dont vous pouvez lui être redevable. 6. Dans le meilleur des gouvernements possibles, une nation, quelque grande qu'elle soit, quelque unie qu'elle puisse être, se partage toujours en 2 partis opposés chacun. Savoir, premier parti, individu lésant, c'est le plus fort. Deuxième parti, individu lésé, c'est le plus nombreux. Je laisse au lecteur le choix d'embrasser celui qui lui paraîtra préférable, ne pouvant opter pour un parti neutre ou mixte, comme en politique, parce que, dans notre acception, il ne peut en exister. 7. La population d'un empire ou d'un royaume ne se compose également que de 2 classes, celle des producteurs et celle des consommateurs. Les producteurs ne sont autres que les créanciers. Les consommateurs sont les débiteurs. Or, s'il n'y avait pas de consommateurs, les producteurs deviendraient inutiles. Ce sont donc les consommateurs qui font vivre les producteurs. Il en résulte qu'un producteur, un créancier, doit encore avoir obligation au consommateur, le débiteur, de ne pas lui payer ce qu'il lui doit, puisque, si celui-ci ne lui devait rien, celui-là mourrait de faim. 8. La splendeur d'un État étant toujours en proportion de la masse de ses dettes, voyez l'Angleterre, relativement aux individus, raisonnez par analogie. 9. Si la propriété n'existe que par le fait du propriétaire, quiconque vient au monde a droit à une propriété quelconque. 10. Il est évident que le monde ne se compose que de gens qui ont trop et de gens qui n'ont pas assez. C'est à vous de tâcher de rétablir l'équilibre en ce qui vous concerne. 11. Il vaut mieux devoir 100 000 francs à la fois à une seule et même personne que 1000 francs à 1000 personnes à la fois. 12. Le nombre d'individus embarrassés parce qu'ils ont trop d'argent dont ils ne savent que faire est égal au nombre d'individus embarrassés parce qu'ils ne savent que faire pour avoir un peu d'argent. 13. Parmi ceux qui ont dû, il n'y a que ceux qui ont commencé de payer que l'on ait mis à Sainte-Pélagie. On se garderait bien d'y mettre celui qui, devant depuis longtemps, n'a encore rien payé. 14. Quiconque a bon pied et bon œil ne peut être privé de sa liberté que parce qu'il le veut bien. 15. Il n'existe au monde que 2 fléaux dont toutes les puissances de la terre ne sauraient vous garantir. Ce sont la peste et les huissiers. 16. Se donner la mort parce qu'on ne peut payer ses dettes et qu'on en a cependant l'intention est, de tous les moyens à employer, le plus sot. S'il est vrai qu'on se doive à ses créanciers, on doit vivre pour eux et non pas mourir. 17. Ce qui est dans la poche des autres serait bien mieux dans la mienne. Ôte-toi de là que je m'y mette. Tel est, en peu de mots, le fond de la morale universelle. Fin de la 3e section, enregistrée par Ezois en Belgique en mai 2010.